spécial. C'est que je suis arrivée à X-Craft il y a quelques temps. Je ne sais pas qui, mais il y en avait eu une absente parce qu'il y avait eu des soucis de train. Et il y a Colin et Pascaline qui viennent me voir, il faut qu'on fasse un talk. Je dis non, je ne peux pas déjà, parce que vous comprenez, je ne serai pas à la hauteur. Deuxièmement, je n'ai rien préparé. Troisièmement, je ne connais pas ce binôme, en fait. Donc, il n'y a pas de raison que j'accepte. À ce moment-là, on s'était vu, on a partagé un petit déjeuner, une demi-heure, je crois. C'était une très expérience. On n'a jamais travaillé ensemble. Voilà. On avait ressenti qu'on avait des choses, peut-être quelques trucs à se partager. Mais, par exemple, le fait d'accepter de monter sur scène sans rien préparer. Et donc, du coup, il me dit ça 20 minutes avant. Et 20 minutes avant, je ne savais pas qu'est-ce que c'était un kata ou une kata, je ne sais pas si on dit une ou un. Et on dit la kata. La kata, ok. Je ne savais pas qu'est-ce que c'était. Par contre, la seule chose que je savais, c'est que j'adore la tech, j'adore le dev, j'adore les tests unitaires. Et surtout, j'adore le challenge. Et je me suis dit, ok, pourquoi pas. On est monté sur scène, ça s'est bien passé, apparemment. Et là, on est là aujourd'hui pour l'objectif qu'on se dit, c'est de peut-être démontrer que Colin peut me motiver, même si je suis timide. Vous me voyez là, je suis très timide, je suis pas bavarde du tout. Je suis jamais montée sur scène. Je techniquement pas du tout bon. Il est là pour me coacher en fait. Donc c'est lui qui va être le coach aujourd'hui. Et on va essayer de faire comprendre à ceux qui hésitent encore de monter sur scène que ça peut être possible. Du coup, viens, on fait un talk. Ok. Non, pas vraiment. Pas vraiment. C'est un peu compliqué là tout de suite, je vais pas te mentir. Ouais, pas vraiment parce que tu comprends, on n'a pas de sujet. Alors le sujet, on va le trouver. Je te propose qu'on traite un sujet assez simple. Là, il y a un sujet qui est dans ma tête et qui me plaît beaucoup. Oui. C'est les heuristiques de la mitridatisation systémique. Mm-hmm. Est-ce que c'est un sujet qui te plairait? Déjà, je n'ai pas grand-chose compris de ta phrase. Ouais, je crois. Et puis, en dehors de ça, je me dis quand même ça peut être une arnaque parce qu'on est quand même à Tech & Win. Il faut faire un talk qui a de la valeur, qui apporte quelque chose à notre public. Ouais, donc enchaîner des mots que j'arrive pas à prononcer, peut-être pas une super idée. Ouais. Ce que je te propose, c'est qu'on fasse quelque chose de beaucoup plus simple, quelque chose qui s'explique simplement, mais qui pourtant prend des années à maîtriser, et qu'on fasse tout simplement une présentation sur le développement dirigé par le test. Ça tient ? Ça m'irait. Donc, ça veut dire que tu es en train de me dire que pour faire une conférence, il n'y a pas forcément besoin de trop se creuser la tête, il faut juste rentrer dans son quotidien. C'est qu'on fait en entreprise dans son quotidien et se dire, ce sujet-là, si je sais le faire, peut-être que je suis pertinent. Mais t'as pas moitié des gens, en fait. T'as pas besoin d'être expert sur un sujet. T'as pas besoin de savoir énormément de choses. À partir du moment où t'as travaillé 2 heures sur un sujet, t'as probablement une expertise plus avancée que la plupart des gens qui seront dans la pièce. Mm-hmm. Et si ces 2 heures d'expérience, t'arrives à les résumer en 5 minutes, on fait gagner du temps aux gens qui sont dans la pièce. Et ça vaut déjà le coup. Si pour toi c'est intéressant, il y a très probablement des gens pour qui ce serait intéressant. Et à partir de là, ça vaut le coup. De partager. Ça vaut le coup. Mais là encore tu m'as convaincu, mais je me dis, tu dis c'est pertinent de le partager et tout ça. Mais imaginons maintenant, je me dis, ok, j'accepte tout ça, mais que moi j'ai peur de monter sur scène, j'ai peur de parler au public. Qu'est-ce que je dois faire en fait? La peur de parler au public, alors j'ai toujours pas regardé, mais la peur de parler devant des gens fait partie du top 3 des peurs. C'est-à-dire qu'il y a la mort, la maladie, parler devant des gens. Vraiment, il y a beaucoup de personnes pour qui parler devant un public, est-ce que tu préfères parler devant un public ou mourir? Ouais, il y a débat. Vraiment, sincèrement, on parle d'une peur à ce point-là. Parler devant des gens, c'est dur.
Et donc, si c'est un blocage, c'est quelque chose qu'il faut apprendre. C'est une peur qu'on peut surpasser. On peut le surpasser. Moi, je l'ai surpassé il y a des années. Ça a été très dur. Je me suis petit à petit mis en danger. Alors attention, on parle d'une mise en danger. Enfin, tout va bien. Hein. Mais je suis sorti de ma zone de confort petit à petit. D'abord, en parlant, en faisant des présentations en réunion devant mes collègues. Puis après, en donnant des cours en licence à des gens que je connaissais pas. Je me rappelle très bien, la première fois que j'ai donné un cours, je m'étais vraiment préparé. J'avais travaillé des centaines d'heures. Donner 2 heures de cours. Et je me rappelle arriver sur scène et dire bonjour, je m'appelle Colin Damon. Et j'ai senti une goutte de sueur qui s'est formée à la racine de mon cou. Et je sais très exactement qu'elle a fini de ma chaussette droite. Ouais. Je vous laisse imaginer ce qui s'est passé entre les deux, mais j'ai tout à fait suivi le chemin. Et oui, il y a ça qui m'est arrivé. Et ce premier talk, j'étais terrorisé alors que j'étais devant des élèves et c'est OK. Mais j'ai fait ça plusieurs fois. Puis quand j'ai été à l'aise pour faire des talks préparés, j'ai commencé à pas juste présenter des slides, à faire du code sur scène. Puis j'ai fait des talks sans les préparer. Puis j'ai fait des talks où je sais pas de quoi je vais parler quand je monte sur scène. D'accord. Et aujourd'hui, j'ai plus de problème avec ça. Et là, imaginons maintenant, pour le problème de monter sur scène, il y a une partie de la population, peut-être, moi c'est mon cas, j'ai fait du théâtre depuis très jeune, depuis le collège, j'ai pas ce souci-là. Mais par contre, je peux avoir un autre en me disant, mais en fait, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps parce que faire un talk, t'imagines, c'est quand même de la préparation. Il faut réfléchir, faut faire, il y a beaucoup. J'imagine qu'il y a beaucoup de choses derrière. Oui, c'est possible. On peut travailler à l'infini sur un talk, mais ça dépend du temps que tu as envie d'y mettre, l'énergie que tu as envie d'y mettre. Comme pour tout, il faut le time boxer et réfléchir ton ROI. Ok, ce talk, cette présentation, moi je m'autorise d'y accorder tant de mon temps. Mon temps, je sais qu'il a une valeur. Je sais que le temps où je fais ça, c'est du temps où je fais pas autre chose. Le temps est limité, je dois choisir. Et donc, je choisis le temps que je vais y accorder. Moi, pour ce talk aujourd'hui, je vous le disais en introduction, je suis en dépression. J'ai beaucoup trop de travail en ce moment, c'est très compliqué. Pour ce talk, je vais imposer à Oulé Matou qu'on n'a pas de préparation. Parce que moi, je n'ai pas de temps dans ma vie en ce moment pour ça. Oulé Matou a été trop cool, elle a accepté, mais c'est le temps que j'ai choisi d'accorder à ce talk. On s'est parlé 20 minutes samedi. En même temps, ça m'arrangeait parce que moi non plus, tu comprends que je ne prépare pas grand-chose. Comment est-ce qu'on peut réussir à présenter quelque chose et vous parler d'un sujet qui est quand même complexe, comme le développement dirigé par les tests, en n'ayant rien préparé, donc on n'a pas de support. Mais en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va construire le support en même temps, et je te propose qu'on y aille. Ouais. Ça te va ? Très très bien. Et puis surtout, on peut laisser la chance à tout le monde, toute personne qui veut participer pendant le talk. On est en préparation, donc vous avez le droit de participer, de critiquer les tests que fera Colin. J'attends ça avec impatience. Donc, j'ai sous la main un workspace pour faire des démos, parce que je live code régulièrement. Il n'y a rien d'incroyable. J'ai de quoi faire du Java 21, des tests unitaires, et une version complètement maraboutée d'Eclipse que j'ai mis à jour il y a 2 jours. Et vraiment, il y a des bugs dans tous les sens, c'est un enfer. Mais je ne l'ai pas downgradé, donc on va découvrir ensemble si j'arrive à faire une démo correcte avec une version d'un vidéo qui m'a bien fait du malheur toute la journée d'hier. Déjà, on part sur un langage qu'on connaît, donc à peu près. Je te laisse partir. On va partir sur quel sujet? Je vous propose qu'on fasse un petit exercice qui est un classique du monde des katas et du monde des crafters, qui est Roman numerals. C'est très simple. Je veux convertir des nombres arabes, donc les nombres qu'on utilise nous, 0, 1, 2, 3, 4, en nombres romains. L'objectif, ce qu'on voudrait, c'est aller à peu près jusqu'à 3000. Okay. Ouais. Voilà le problème de base. Si vous n'avez pas l'habitude de cet exercice, si vous n'avez pas l'habitude de cette communauté, prenez 30 secondes, réfléchissez comment est-ce que vous faites ça. Donc 1 c'est I, 2 c'est II, 3 c'est III, 4 c'est IV, 5 c'est V, VI, voilà. X. Ouais. Ok. Tout le monde a de nouveau les nombres romains en tête ? Parfait. Allez. Alors, on va, comme on a dit, c'est du TDD du coup.
Et en fait, je te laisse commenter parce que le micro est un peu loin. Donc. Ouais, je vais commenter sur autre chose en même temps. Imaginons, là, toi, tu te dis, on va partir sur du TDD. On s'était presque pas accordé sur ça. Une personne qui s'y connaît bien, qui aime bien les TDD et tout ça, partir sur une conf, postuler à une conf en décrivant un cas que je dirais simple, même si il y a d'autres cas encore plus simples. Tu penses que ça passerait à une conférence? On est passé. Mais est-ce que ça passerait dans la globalité? Est-ce que j'ai triché? C'est ce que je voulais dire, mais je voulais pas. Oui, parce que on va voir que le sujet qu'on présente est simple. Maintenant, je vous propose qu'on fasse l'exercice. On va avoir le temps qu'on prend pour faire cet exercice. Voilà. On va le découvrir ensemble. Et dans l'exercice, on va voir s'il y a des choses que vous apprenez. Je ne sais pas si vous faites du Java, si vous ne faites pas du Java, on verra. Mais peut-être que dans cette résolution, il y a des choses que vous allez apprendre. Je vous propose qu'on avance sur l'exercice. Et à la fin, on voit si... il y a quelqu'un qui en a pris. Oui, okay, s'il y a de la valeur. Vas-y. Allez. Vas-y. Donc, j'ai commencé avec une pas bien positionné, donc je vais rester à côté. Je fais confiance à tout le monde pour crier quand il y a des typos. Hein, c'est bien, vous êtes responsable des typos. C'est une bonne idée. On va faire les 4 tests. Donc je veux convertir 0 en chaîne vide. En vide. Parce qu'on a décidé ça, voilà. Et donc là, ce que je suis en train de décider à cette étape, c'est mon API. C'est qu'est-ce que je veux exposer. Et là, je me dis que faire un truc qui me dirait Minerals to Roman, là, ça me plairait bien. J'aime bien l'API, je la trouve pratique. Donc là, je suis dans une phase qu'on appelle rouge, donc je ne compile pas, et je vais simplement le faire passer au vert. En sorte que ça passe à vert. C'est ça, avec un truc très très simple. J'ai le droit de faire mes renommages ici. Et voilà. Et là, je suis vert, mais j'ai une tâche. Ici, j'ai un tout doux. Donc je vais aller faire un autre cas. Non, on va aller rajouter une insertion. Voilà, mon test est rouge. Ouais. Et là, mon test est rouge, donc il faut que je le fasse passer. Et je le fais passer de la manière la plus simple possible. Mon test est vert. Ouais. Ok. Le renard de test, le truc de test que j'utilise se lance en bas, là. Donc vous voyez le résultat des tests avec cette barre qui est soit verte, soit violette. De base, elle est rouge. Mais je la mets en violet parce que c'est un rouge qui est dans le même ton que le vert, donc c'est pour les gens qui sont daltoniens. Ok. Mais c'est bien ça, et c'est bien ça qui va nous dire dans quelle phase on est. Donc là, on est vert. Ok. On va faire le cas de I, du coup. De 1, ouais, c'est ça. Donc, ça va pas être... le test va être assez trivial à écrire. Hein. Ou tu copies-colles, il n'y a pas des gens qui nous regardent. Moi, j'aime bien taper, mais il y a des barres. Regardez, par exemple, quand je fais n'importe quoi là, sur les inputs au clavier, j'aurais gagné du temps à taper. Faut admettre. Ok. Lui, il renvoie du I. Ok. Et puis vraiment, nous on est pour le code qualitatif. Ouais. Pourri quoi. Non, regarde, c'est magnifique. Franchement, c'est magnifique. Ok. Allez, on fait 2. Vas-y, tu acceptes le copier-coller. Ouais. Oui. Allez, on fait le I du coup. On va faire 2 déjà. Ouais. Pardon, je suis désolé. Ce talk sera rempli de vannes de piètre qualité. Ouais, mais en même temps, c'est un peu l'idée, non? Ok, on est vert. À ce moment-là, est-ce que vous voyez un algorithme qui est apparu? Lequel? J'ai autant de I que d'arabique. Ouais. Très très bonne remarque. Ok, voilà. Du coup, on répète là. Voilà, refactoré, je suis toujours vert. Ok. Ouais, déjà, on a fait notre tour presque. Attends. Ok, on y va sur le V. Donc, est-ce qu'il y a besoin de faire effectivement 3 ? Ça, c'est une vraie question. Est-ce qu'il faut tester le cas de 3 ? En fait, savoir jusqu'où on doit tester quand on fait du TDD, c'est quelque chose qui est vraiment dur, qui prend vraiment des années. Ken Beck, à qui on attribue TDD, lui dit qu'il ne l'a pas inventé, qu'il l'a redécouvert, que c'était déjà là, bref.
dit I get paid for code that work, not for test. Je suis payé pour écrire du code qui marche, pas pour écrire des tests. Donc je vais écrire des tests jusqu'à atteindre un degré de confiance suffisant dans le fait que le code que j'écris est évidemment correct. Ici, 3 était évidemment couvert. Mon code est évidemment correct. Je peux passer à 4. Est-ce que c'est clair, ça? Cette histoire de code évidemment correct. Tu fais le 4 et tu reviens. Là, tu es en train de me dire qu'on a la bourre, c'est ça? Ouais. Ok. Je le vois. Ouais. Ok, on est à la bourre. Ok. On fait le 5 et on imagine qu'ils savent le faire déjà, tu vois. Alors on va au bout. En fait, il va falloir qu'on avance un tout petit peu pour que ce soit intéressant. Sauf si tu me dis non, vraiment. Non, on peut encore. On peut faire 6. Ouais, parce j'ai que le droit de faire 6. Je pense que c'est des cas un peu bébés, je vais dire. Ok. Et je veux pas qu'ils disent que ça a apporté aucune valeur. Donc je veux bien que tu donnes un peu de concept sur les TDD, un peu de... Ok, vous voyez, le TDD, c'est j'écris... Non, c'est pas vrai. Je n'écris pas des cas comme ça, etc. Vous m'autorisez le 7, parce que de toute façon, on est parti, on a dit 3000. Je sais pas si on aura le temps. C'était une fausse promesse, je pense. On va peut-être être un peu court pour aller jusqu'à 3000 en tout cas. On peut descendre à 9. Mais moi, je vois un petit algorithme. Je me dis que pour tous ceux qui sont supérieurs ou égaux à 5, en fait, je renvoie 5 plus la représentation de ce qui reste de arabique moins 5. Et donc ça, je peux l'enlever. Je suis toujours vert. Si je vais faire 3 fois la même chose, j'ai un algorithme. Ok? C'est Lounatou qui m'a dit qu'on n'avait pas le temps. Moi, je suis... Ok? Donc jusque-là... Tu t'en excuses, en fait. De ouf. Donc je veux 3 fois la même chose pour avoir un algorithme. Là, j'ai tout cassé. Parce que, évidemment, quand on fait de la récursivité et qu'on oublie la condition de sortie, on a des problèmes. Ok? Ok. Donc combien de temps il nous reste en tout? Est-ce que tu peux me faire le calcul? Il nous reste pas beaucoup, mais... jusqu'à la fin du talk. Alors, non, moi ce que je veux faire, c'est que maintenant que j'ai un algorithme, je vais pouvoir faire quelque chose d'un peu plus sympathique. Puisque là, avec ce que j'ai juste à associer une conversion de nombre arabe à sa représentation en nombre romain. Et pourquoi du coup tu veux aller à ce cas-là? Tu peux l'expliquer? Pourquoi tu veux remonter jusqu'à ce cas? En fait là, j'ai un algorithme qui est apparu. Je vois que j'ai fait 3 fois la même chose et je me rends compte que je prends le plus grand nombre que je sais convertir, je mets la représentation en nombre romain et je rajoute ce qui reste. Ok. Donc ce que je peux faire, c'est me créer une map de conversion dans laquelle je vais dire voilà les cas spécifiques que je sais faire et je vais pouvoir juste m'appuyer sur ça. Et en fait, ce qui est intéressant, je sais pas, dans votre tête tout à l'heure, quand vous avez réfléchi, peut-être que vous avez réfléchi à ce cas de comment je vais gérer 4. 4, c'est 5 moins 1. Et là, je me rends compte que 4, je vais juste le gérer comme un cas particulier parce que ça apparaît par mes tests, parce que je le vois dans mes if. Ok. Donc là, ce que je peux faire, c'est récupérer la plus grande conversion que je sais faire. Highest, on va l'appeler highest known conversion. Et du coup, tu t'appuies sur... C'est ça, sur ça. Au lieu d'avoir mes valeurs en dur, je vais pouvoir return ça. Et donc là, je vais pouvoir m'appuyer sur ça. Mais là, du coup, il y a le cas 9 aussi qui pourrait être intéressant. Mais on pourra juste le mettre dans notre map. Là, il faut que je finisse mon refactoring. Pour l'instant, je suis encore en train de refactorer. Je suis vert. Ok. Attends. Est-ce qu'on a le temps de continuer le code ou pas? C'est toi qui décides. Tu me laisses combien de temps pour encore faire du code? Je veux bien qu'on fasse le cas 9 qui est particulier quand même. Alors, je suis désolé. Est-ce qu'on a du temps pour faire du code ou pas? Pas vraiment, on s'était dit, puisque c'est vrai qu'on n'a pas préparé, mais on s'était dit à grosso modo le temps. Ok, donc ce que tu as encore 2 minutes. J'ai encore 2 minutes? Tu as 2 minutes, 2 minutes te suffit, tu as encore 2 minutes. Eh bien, je vais parler pendant 2 minutes et juste vous donner des pistes, vous mettre des choses si vous voulez aller travailler sur ce code-là. En fait, là, on a une version du code qui est récursive. La récursion, ça a des limites. Je vais pouvoir éclater ma call stack. Donc, ça s'appelle un tail call. Et c'est des choses qui s'optimisent dans certains langages. Ça s'appelle le tail call optimization. Ça n'existe pas en Java. Mais je vous conseille de regarder un talk à la BangBangCon qui s'appelle BangBangCon TCO, qui est le talk le mieux délivré que je connaisse de ma vie. C'est un talk qui a dû demander des milliers d'heures
heures de travail, très clairement, pour un talk de 20 minutes. Regardez-le. Si vous ne savez pas ce que c'est TCO, vous l'apprendrez. Mais surtout, vous verrez une masterclass de delivery, puisque c'est 2 speakers qui expliquent sur scène ce qu'est TCO en chantant sur des chansons de Disney avec un karaoké. C'est une merveille. Maintenant, si vous en êtes là, c'est la version, on va dire, de base du kata, la version de base de la résolution. Ouais. Maintenant, si vous voulez vous amuser un peu, si vous voulez creuser, sachez que c'est possible de résoudre Roman numéros avec un monoïde. Et si vous ne savez pas ce que c'est un monoïde, venez me voir. Mais il y a une résolution qui est extrêmement élégante de ce kata, et là, on commence à la voir apparaître. Et si vous voulez qu'on en parle, on en parle après. Et du coup, je vais me faire gronder par Olematou, donc on arrête. Parce que moi, j'avais un autre sujet que je voulais aborder avec toi, qui a été traité par Aurélie Vache, il me semble. C'est le syndrome d'imposteur. Okay. Le syndrome d'imposteur qui se présente à peu près de ce que j'ai vu dans le talk d'Aurélie, ça je ne peux pas faire, ça c'est pas pour moi, je suis pas assez forte. Donc, ça tombe bien, toi tu n'as pas du tout le syndrome de l'imposteur. Ouais, mais si je l'avais, comment je l'aurais tu m'autorises des conseils. Tu m'autorises à raconter cette histoire? Ouais, vas-y. Le deuxième talk qu'on a fait ensemble avec Olematou était un lightning qu'on a fait à Leoncraft. Et celui-là, j'ai pas réussi à convaincre Olematou qu'on n'allait pas le préparer. C'est elle qui m'a convaincu qu'on allait le préparer. Donc, on s'est vu une après-midi, 3 heures. 3 heures pendant lesquelles on n'a pas préparé, pendant lesquelles j'ai convaincu Olematou qu'elle devait monter sur scène avec moi. Mais c'est faux. 3 heures pendant lesquelles elle m'a dit moi je n'ai pas de syndrome de l'imposteur, mais je n'apporterai rien à ce talk. Oui. Ça, ce n'est pas du syndrome de l'imposteur. Parce que sur ça, on voulait aborder ce sujet parce que j'imagine dans la salle peut-être qu'il y a des personnes qui seront plus du camp de collant en mettant du syndrome de l'imposteur dans tout, c'est-à-dire se créer un peu de l'excuse en disant c'est du syndrome de l'imposteur. Moi, je suis du camp que parfois, tu peux dire que tu ne veux pas faire quelque chose sans forcément avoir du syndrome de l'imposteur. Bien sûr. Mais l'histoire que tu as racontée, pour finir, on se dit qu'on va monter sur scène. Une des choses qu'on fait quand on veut monter sur scène, c'est soit on choisit un sujet qu'on veut faire tout seul en entier. Nous, le kiff, c'était pas seulement monter sur scène. On voulait absolument avoir un truc qu'on voulait faire à 2, en binôme. Et il me dit, moi, je ne prépare pas, je ne vais pas préparer. Je lui dis, d'habitude, je ne prépare pas. Mais quand on est en binôme, il faut quand même s'accorder sur quelque chose. Donc, on va travailler. Il vous dit qu'on a fait 3 heures. Effectivement, on a fait 3 heures. Pourquoi on a fait 3 heures? Parce que monsieur, ici présent, voulait absolument avoir raison sur ce syndrome d'imposteur. Je reconnais, c'est le problème, ça. J'ai pas la même définition du syndrome d'imposteur. Je lui ai dit quand il est arrivé, moi je veux préparer le slide, ne serait-ce que les mots, les limitations qu'on veut aborder. Et il me dit, mais non, ça ira. Si tu veux préparer, c'est que tu as le syndrome de moi. Non, j'ai pas dit ça. Ça s'est passé comme ça. En fait, le fond du message, c'est que au-delà de la vanne, et on est en train de déconner plus qu'autre chose. Le syndrome de l'imposteur, ça prend énormément de... C'est quelque chose qui est très pernicieux, plus que ce qu'on pense. On n'est pas en train de parler forcément de crise de panique, ou de choses très visibles, ou de choses dont on peut se rendre compte facilement. Si quelque part, vous avez une voix dans votre tête qui vous dit « je ne suis pas légitime pour aller parler de ce sujet », les gens ne sont pas intéressés par ce que j'ai à raconter. Pourquoi moi, n'importe qui pourrait le faire mieux? Pour moi, c'est une forme de syndrome de l'imposteur et c'est quelque chose qui vous freinera dans le fait de faire ça. Dites-vous bien que personne d'autre ne peut transmettre un sujet comme vous allez le faire. Ce sera forcément votre expérience. Oui, vous n'êtes pas la personne la plus experte sur le sujet au monde, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui connaît plus de karaté que nous. Mais c'est OK. C'est pas une raison pour pas prendre la parole. Il y a des raisons pour pas prendre la parole, mais celle-là n'en est pas une. Prendre la parole, c'est de toute façon partager votre vision des choses, la manière de
dont vous avez ressenti le sujet, la manière dont vous apprenez le sujet, votre compréhension. Et votre compréhension est intéressante. Il y a souvent des anecdotes de gens qui sont sur scène, qui parlent d'une technologie. Ils parlent de la technologie, puis à la fin, il y a quelqu'un qui pose une question, qui est souvent au premier rang. Et c'est le moment où ils se rendent compte que la personne qui pose la question est la personne qui a créé cette technologie. Et que cette personne est venue voir le talk parce que la manière dont est présentée la technologie, elle ne peut pas le faire de la même manière. Quand on crée une technologie, on ne peut pas le présenter de la même manière que les gens qui l'utilisent. Et ça nous intéresse, c'est intéressant d'avoir les retours des gens qui l'utilisent. Donc, si vous avez quelque part un truc qui vous dit « je n'ai rien à apporter sur ce sujet-là », sincèrement, vous avez des choses à apporter. Ok, ça c'est sa définition qui est très bien. J'ai beaucoup aimé son argument. Mais encore une fois, dans le monde conforme, ne serait-ce que ce public, on a des façons de faire différentes, on est des personnes différentes et on a des appréhensions différentes. Il y a parmi nous qui aiment préparer, il y en a parmi nous qui n'aiment pas, comme Colin. C'est pas parce qu'on a un truc de tout ça qu'on peut aller chercher une excuse, c'est-à-dire un mot défini, et se dire qu'on l'a. Prenons l'exemple de la confiance en soi. C'est pas parce que quand on monte sur scène qu'on a tremblé ce jour-là qu'on peut prendre l'idée de cette étiquette de confiance en soi ou de syndrome ou de peu importe, se dire qu'on l'a. C'est tout simplement parce que chacun de nous a sa façon de faire. Il y en a parmi nous qui ont besoin de plusieurs heures de préparation pour monter sur scène. Moi, c'est pas mon cas. Très clairement. Pourquoi c'est pas mon cas? Avant, c'était mon cas. Mais j'ai fait du théâtre, donc j'ai surmonté le truc, j'ai appris à le faire. Et très clairement, vos premières présentations, préparez-les. Différent. On n'est pas en train de dire oui, préparez-les. Soyez à l'aise, montez sur scène de la manière dont vous êtes à l'aise, oui. De la manière dont vous êtes OK, mais montez sur scène. Partagez des choses. Vous avez des choses à partager. Votre voix mérite d'être entendue. À partir du moment où vous avez travaillé sur quelque chose, vous avez des choses à raconter et vous êtes la seule personne qui peut les raconter de la manière dont vous allez le faire. Et si dans la pièce, il y a une seule personne pour qui c'était intéressant, en fait, ce que vous avez fait a déjà du sens. Donc, voilà, faut pas se freiner sur ça. Oui. Qu'est-ce qui t'empêcherait d'autre de faire un talk? Pas très français comme phrase, ça. Qu'est-ce qui m'empêcherait d'autre Quels seraient tes autres blocages? Il y a un autre sujet qu'on avait préparé lors de ce débat à 3 heures. C'était la peur de l'échec. La peur de l'échec, on l'avait abordée. On avait dit, l'idée, OK, on va faire du TDD. Ça allait encore. On va faire du kata. Et je t'ai dit, mais je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire et tout ça. Donc, si je ne sais même pas la définition du mot, c'est que forcément, je vais me planter. Et si je vais me planter, la question qui se posait, c'était, si je me plante, qu'est-ce qui se passe? En fait, rien. Mais pourtant, on peut avoir cette peur de l'échec. Est-ce que ça t'est arrivé? C'est pas comment faire pour ne pas avoir peur. Est-ce que ça t'est arrivé de te planter royalement? Oui. Donc en talk, un des plus beaux devait être devant 500 personnes, Domaine Revent Design Europe, pendant les sessions de une conférence. Je décide de faire une session où je fais une résolution d'un Gilded Rose et je n'avais pas compris la durée des sessions. Je pensais que c'était des sessions d'un quart d'heure et donc je pouvais faire ma résolution. Et en fait, c'était des sessions de 10 minutes et je me suis un peu foiré. Donc ce qui fait qu'à la fin, je me suis beaucoup foiré. Donc je me suis planté devant 500 des personnes que j'estime le plus dans cette industrie, très probablement, sur un DDD Europe en ligne. Et ça ne m'a posé aucun problème, c'était une super expérience, j'ai appris beaucoup et je me suis bien amusé et personne n'en a voulu. Les gens, j'ai pas fait ma résolution, mais c'est pas grave, ils ont quand même appris des choses et c'était quand même intéressant. C'est le type de plantage dont tu penses? Ouais, comme tu dis, tu as appris de cet échec-là, mais surtout, moi, de ton message-là, j'apprends autre chose. J'apprends autre chose, encore une fois, qu'il faut minimum préparer. Pourquoi? Parce que s'il avait un petit peu, ne serait-ce qu'aller lire, ne serait-ce qu'un peu préparé,
Peut-être que tu aurais su que c'était 10 minutes. Non, parce que ça a changé pendant ma session. Ah, ok. Là, tu demandes un argument, je voulais te coller. Ils ont changé les règles pendant que je passais. Mais c'est pas le sujet. La préparation n'est pas un sujet. La préparation, c'est juste qu'il y a beaucoup de gens qui refusent de faire des talks parce qu'ils n'ont pas le temps de le préparer. Mon message n'est pas de dire ne préparez pas. Préparez, évidemment, si vous voulez, de la manière dont vous voulez. Mais ne vous donnez pas un temps infini, ne vous donnez pas une énergie infinie pour préparer. Avant de monter sur scène, vous vous dites, ok, ce talk-là, je m'accorde tant de temps. Ouais. Et je m'y tiens. Et parce que vous ne serez jamais parfaitement, entièrement satisfait de ce que vous avez préparé. C'est normal, donc ça peut être infini. Donc, dès le départ, donnez les règles, finissez-le. On prendra tant de temps pour préparer ce talk. C'est plus ça mon message. Et surtout s'appuyer aussi des collègues, de ceux qui savent faire le sujet qu'on veut aborder pour ne serait-ce que anticiper sur les questions, anticiper sur ce qui peut arriver ou pas. Donc si vous voulez, effectivement, si vous voulez de l'aide, si vous voulez du mentoring pour monter sur scène, il y a Craft Record qui fait ça, qui se spécialise là-dedans et qui va avoir des tremplins pour différentes conférences. Je vois quelques personnes dans la pièce qui sont passées à Craft Record. Vous avez aussi les groupes Meetup locaux qui peuvent vous aider. Nous, au Crafter Lyon, on vous trouvera sans aucun problème des gens pour vous mentorer si vous avez besoin d'aide. Toi, tu as ce programme aussi qui... Sur aussi, on a un programme plus pour les femmes, du coup, un programme de mentorat. Et puis aussi échanger sur ces sujets-là de plus de femmes dans les conférences techniques, de plus de femmes dans vos équipes IT. Et puis, comment trouver de sujets de talk, par exemple, comme tu parlais de Craft Record tout à l'heure. Ils ont une méthode qui est assez sympa, qui permet d'aider les gens à trouver leur sujet. Et voilà. Du coup, c'est quoi ta prochaine excuse pour pas faire un talk ? Eh ben, je pense qu'on a tout abordé. Maintenant. Je pense que j'aimerais bien qu'on donne ne serait-ce que 5 minutes au public pour qu'eux, ils nous disent. Alors, je pense que s'ils en avaient déjà, mais je pense que tu as très bien fait, que tu m'as coupé très très tôt. Ce qui fait qu'on va avoir pas mal de temps, si vous voulez, des questions, des remarques, des insultes. Pour moi, les insultes. Mais avant ça, tu m'as coupé très tôt. Vas-y. Avant ça, j'aimerais que tu te présentes parce qu'au final, c'est vrai. on ne s'est pas présenté. Ils savent peut-être qui tu es, mais moi, non. C'est vrai. Bonne remarque. Et puis on vous donnera l'option, si vous voulez, on peut faire la version monoïde comme on a du temps, si ça vous amuse. Je m'appelle Colin Damour, je suis développeur dans une petite société qui s'appelle Eden, une petite ESN. Ce que j'aime faire, c'est permettre à mes clients d'apporter plus de valeur en production. Ça passe par produire plus rapidement du code de meilleure qualité. Et je vais faire ce qui est nécessaire pour accompagner mes clients sur ça. J'accompagne des clients grands comptes, des clients petits comptes. Je code, je fais tech lead, je fais changement organisationnel, je fais accompagnement stratégique, je fais ce qu'il faut pour mettre de la valeur en production. Voilà ce que je fais. Et toi, qui es-tu, Loumatou ? Donc moi, qui je suis ? Je suis Loumatou Baldé. Je suis sur LinkedIn pour ceux qui sont sur LinkedIn et je suis cofondatrice de l'association IESO qui s'appelait jusqu'à présent IT Women Movement, qui a changé de nom. Donc nos actions vont de la maternelle jusqu'au monde du travail. Pour quelle mission ? Pour féminiser nos métiers de l'IT. Et pour ça, donc on se dit, la posture, c'est déjà apprendre à avoir confiance en soi, parce qu'au final, c'est central. Quand on a confiance en soi, quand on est énorme, on a confiance en soi, parfois ce sexisme peut venir de là aussi, parce que quand on est frustré, on projette cette frustration sur les gens, on essaye de justifier des choses non justifiables. Quand on est une femme et qu'on a confiance en soi aussi, c'est que même devant une montagne, parfois on peut l'escalader, en fait, tout simplement. Et donc, tous nos programmes sont centrés sur cette confiance en soi, sur la sensibilisation, sur du dialogue. Sensibiliser les enfants, peut-être que le résultat, c'est pas tout de suite, mais pour un monde de demain peut-être meilleur. Sensibiliser nos collègues,
nos collégiens, nos lycéens, pour en faire des ambassadeurs de l'inclusion. Et puis, créer un réseau de femmes où on s'entraide entre nous, on avance entre nous, on va de l'avant. C'est ça l'objectif de l'association, donc elle œuvre partout, même en entreprise. Et à côté de ça, je suis développeuse depuis 2016. Et j'adore particulièrement les tests unitaires et tout ça. Et puis je m'éclate avec Colin parce qu'on n'est jamais d'accord et on débat tout le temps et on sort toujours gagnant parce qu'on apprend plein de trucs même si on se bat. Et puis, depuis septembre, je suis en freelance et je suis développeuse sur un éditeur logiciel basé à Lyon qui s'appelle Nouveau Dev, qui fait des logiciels sympas. Et à côté, je suis conférencière professionnelle sur les thèmes de mixité, d'inclusion, parce que qui dit conférencière professionnelle, qui dit on me paye parce que l'association, ça ne fait pas vivre. Voilà, un peu qui je suis. Est-ce que vous avez des questions ? On a 13 minutes, donc... Allez-y. Merci. Merci du coup pour votre présentation. Juste, je voulais commencer par dire que c'était super courageux de votre part de commencer avec la dépression et la timidité. Là, quand on voit le profil LinkedIn, on n'imagine pas du tout une femme timide et je trouve que c'est super important de faire de la visibilité sur le fait que même les personnes qui présentent le mieux peuvent être timides. Je trouve que la dépression, c'est quelque chose qui est très stigmatisé et c'est vraiment une très bonne chose de faire de la visibilité. Le talk est très intéressant et je partageais plusieurs de vos opinions. Par contre, il y a un truc spécifique que j'ai trouvé un peu gonflé. C'est l'histoire de ton talk qui s'est mal passé, de cette plantée devant 500 personnes. J'ai trouvé que donc, toi tu t'en es très bien remis et félicitations pour cette endurance mentale. Je pense qu'il y a énormément de gens qui ne l'auraient pas et je trouve c'est un peu dangereux en fait de le présenter de la sorte, il n'y a qu'un faucon, on n'a qu'à s'en foutre, c'est pas grave, il suffit d'y aller, il suffit de dire bon bah j'ai appris quand même. Ça marche quand on a déjà l'habitude de prendre des râteaux, de prendre des claques, de s'en sortir. Mais mettons que dans l'assemblée il y a beaucoup de monde ou un peu de monde qui a peur de commencer les talks, c'est aussi le coup à se brûler les ailes et à plus jamais y retourner si on commence en hardcore. Mais alors je déconseille comme premier talk de faire un live coding dans des katas les plus casse-gueule non préparés devant 500 personnes en un temps trop court pour faire ce kata et en le commentant en anglais. C'est pas ça que je dis. Ce que je dis c'est que oui effectivement je dis pas que ça peut pas avoir d'impact, ça peut avoir des impacts, la santé mentale c'est un vrai truc, je m'en rends bien compte là en ce moment. Ce que je dis c'est que l'impact dans ce genre de cas, et c'est ce que disait Limatou, le risque reste mesuré. Même une expérience comme ça où ça se passe mal. Alors, mon expérience qui se passe mal est très très soft. Est vraiment très très soft. Je vais parler d'une expérience qui se passe mal, qui n'est pas la mienne, mais qui a été partagée par Aurélie Vache, et qui est une expérience qui se passe mal, où à mon avis c'est beaucoup plus dur de s'en remettre. Aurélie est bègue, elle a un handicap. Elle donne son premier talk. Sur le feedback de son premier talk, il y a un commentaire qui dit « Je suis venu assister à un talk, pas une séance d'orthophonie ». Ok ? Alors que c'est un talk qu'elle avait énormément préparé, dans lequel elle a mis énormément d'énergie. Elle en parle dans son talk sur le syndrome de l'imposteur, en disant voilà, c'est le type de retour qui n'aide pas très clairement. Je n'ai pas d'expérience aussi mauvaise. Encore une fois, on n'a pas préparé. Quand tous les matous me disent est-ce que tu t'es déjà planté, il m'est venu cette fois-là en tête. Il y en a d'autres. Je suis pas sûr que mon exemple soit très bon. Oui, ça peut être dur de s'en remettre, mais pour autant, comme de tout, il faut réussir des échecs, des trucs qui se passent pas bien, à en apprendre des choses, à en tirer des conclusions, et à pas forcément se bloquer, à s'interdire de faire des talks à tout jamais. Oui, comme tout dans la vie, il y a une prise de risque, mais la prise de risque sur scène reste. Ouais, j'ai pas envie de me prendre des feedbacks du type de celui qu'elle s'est pris, mais vous voyez où les Matou, elle a 7200 abonnés, je suis un peu visible aussi. Je peux vous dire que dès qu'on est un peu visible, on apprend ces trucs-là, et on en a et on doit apprendre. Je l'ai dit, c'est des mises en danger,
petit à petit et mesurer. Donc c'est par étapes. C'est pas une première étape. J'ai pas commencé par faire ça. Et donc il faut le faire petit à petit et se mettre en danger de manière raisonnée et raisonnable à chaque étape. Et oui, les retours qu'on a, les choses comme ça. Et je crois que tu veux parler. Non, c'est surtout que je le rejoins dans le sens que votre remarque, elle est hyper intéressante et je trouve que c'est bien qu'on en ait parlé parce que, en fait, aujourd'hui, je dis pas, enfin, on parle souvent d'expérience, bonne expérience, de monter sur scène, c'est chouette, machin. Mais effectivement, on peut avoir des moments où on se plante complètement et ces moments de plantage, c'est au-delà des confs. Parce que l'exemple que disait Colin, c'est même dans la vraie vie, quand tu es visible, ne serait-ce qu'un peu, 7000, c'est pas beaucoup. Et pourtant, je vous donne une anecdote. Au mois de décembre, il y a eu une réforme, enfin une proposition de réforme sur les étudiants étrangers. Qu'on allait, je sais plus l'idée, c'était qu'on diminue ou qu'on arrête les étudiants étrangers. Moi, je viens de ce monde, enfin, je suis naturalisée française, mais je suis arrivée en France, j'apporte la France beaucoup, et pourtant je suis arrivée par ces études-là. Je me dis, je vois cette annonce-là, je me dis, je suis légitime d'en parler. Je suis légitime de faire une sorte d'article où je dis, c'est très bien tout ce que vous voulez faire, mais en tout cas, moi j'en suis un exemple, et voici ce que j'apporte à la France. Donc c'était juste un retour. En même pas 2 jours, le post était à 150 000 vues presque. Et quand on dit 150 000 vues, c'est avec tous les retours que ça peut avoir. Des retours que les gens voient dans les commentaires, donc tout le monde le voit, mais aussi dans ta messagerie personnelle. Parce qu'en fait, ça, c'est pas bloqué. Les gens peuvent t'écrire. Donc, tu peux te prendre des messages, tu te disais tout va bien, je me suis bien intégrée et tout ça. Et parfois, c'est très, très difficile de vivre. C'est très, très difficile de vivre, sauf que ces personnes-là, je ne pense même pas qu'elles réalisent vraiment, ou même la personne qui a fait la remarque à Aurélie Vache, je ne sais pas s'ils réalisent l'impact que ça peut faire. Mais je pense qu'on doit être... C'est pas qu'on doit tous passer par de l'injustice, mais je pense que l'injustice nous fait grandir. Ces commentaires négatifs, c'est pas, on va pas dire c'est l'injustice, mais ces commentaires pas bien. Ce mec ou cette femme qui s'arrête devant toi et qui te démontre par PDX que tout ce que tu dis c'est faux, alors que tu maîtrises mieux que lui, il y en a plein. Mais par contre, ça fait de nous une force énorme. Donc, monter sur scène quelque part, c'est d'abord, comme disait Dora dans un commentaire hier, c'est égoïste de pas partager ce qu'on connaît. C'est égoïste déjà, c'est ce qu'elle disait Dora et je la raison. Et deuxième chose, c'est que ça nous prépare à ce que ça m'a préparé au mois de décembre. Je peux te dire que ce poste... il m'a fallu peut-être 1-2 semaines de pleurs et de tout ce que tu veux pour m'en remettre. Pourtant, je continue encore de poster. Je continue encore, peut-être plus de politique ou de machin, ça j'essayerai. Mais monter sur scène, c'est d'abord partager sa connaissance, mais aussi c'est s'exposer et un peu entraîner son mental à tout ça, parce que moi j'œuvre pour l'équité dans le monde de la tech, j'œuvre pour l'équité dans la vraie vie, mais je suis persuadée que des gens injustes, il y en aura toujours. Des gens bien, il y en aura, c'est à nous d'aller vers ceux-là. Et être prêt à tous ces trucs négatifs, positifs ou machin, c'est aussi un devoir en fait d'être prêt, un devoir envers nous-mêmes en fait. Voilà. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a une limitation que la personne veut aborder ou si tout va bien. Ouais. Moi, j'ai un petit retour à faire parce qu'il y a du temps à consommer et que je me dis que du coup, je le prends en personne. Merci beaucoup pour la présentation. Et je suis surpris, Colin, et je te challenge un petit peu là-dessus, mais avec humour et sympathie. Tu as fait un retour en disant que tu as configuré ton IDE pour les daltoniens.
ce que je suis. Et du coup, j'ai quand même malgré tout du mal avec le réglage de la couleur que tu as changé. Je voulais juste te faire un retour par rapport à ça, et aussi avec humour, du coup, sur le côté TDD, et que du coup, je ne sais pas si tu as validé ton test de couleur avec un daltonien. Et c'est tout. C'est juste pour t'aider à améliorer ta compte. Merci. Pour qu'elle soit parfaite. C'est vraiment délicat avec les différentes formes de daltonisme. J'avais changé de couleur dans une session de mode, pour la petite blague, c'était une session de mode avec Woody Zul, donc qui est l'inventeur, enfin la personne à qui on attribue ça. Il y avait un daltonien dans la pièce qui dit mais qu'est-ce qui se passe? Et je dis ah oui, et on a trouvé le violet, il lui disait c'est nickel, je le vois bien, mais lui il ne le voit pas bien. Ça c'est vert. C'est soit vert soit violet, c'est soit ça soit violet. Retour remarque insulte? Moi, j'ai une question quand même pour Katia, je m'excuse. Tu fais beaucoup de talk, je t'ai vu plein de fois en rediff et tout ça. Est-ce que tu te souviens de ton premier talk? Est-ce qu'avant ce talk, tu avais des limitations? Comment tu as fait pour sauter le pas la première fois, en fait? Déjà, merci pour la question. Moi, c'est Katia. Mon premier talk, oui, déjà, j'ai commencé par plus poster sur Twitter parce qu'il y avait des sujets techniques sur lesquels je n'étais pas spécialement d'accord et je n'osais pas prendre la parole. Donc déjà, ma première sortie de zone de confort, c'était ça. Et puis à un moment, je me suis dit, moi aussi, j'ai envie de partager mes expériences. Et en fait, tu parlais d'échec, de notion de... Voilà, je pense que c'est une notion extrêmement subjective. Ce que moi, je peux considérer comme un échec, pas forcément, on n'a pas la même échelle, donc on ne vit pas les expériences de la même manière. Mais si je peux faire un retour d'expérience, globalement, on ne peut pas avoir 100% des avis, tout le monde ne peut pas être d'accord. Donc, afin de donner des talks, en fait, on apprend à relativiser et à se dire okay, si la majorité ont des avis plutôt positifs, c'est que c'est ça. Et le reste, on apprend à améliorer son talk quand on ne délivre pas spécialement quelque chose de parfait du premier coup. Globalement, moi, mon expérience, elle est vraiment très très positive. C'est pas évident effectivement de prendre la parole. On a toujours un petit coup de stress, etc. Mais ce que j'ai appris aussi en regardant les autres, c'est qu'on a souvent l'effet des mots. Et aussi ça, on apprend à dédramatiser, à dédramatiser la situation. Il faut juste oser. Par contre, moi, je suis pas du tout de la team, je prépare rien. C'est bien l'inverse. Moi, voilà, je suis dans l'autre team, dans l'autre échelle. Mais je pense que oui, globalement, si quelqu'un a quelque chose à dire, il faut vraiment y aller. Après, il y a énormément de personnes qui aident à faire la revue des abstracts, etc. Moi, je connaissais personne du domaine. Je n'ai fait partie d'aucun tremplin. J'ai juste suivi les conseils donnés ici et là pour réussir ces abstracts. J'ai vu ce qui se faisait. J'ai trouvé des sujets sur lesquels je voulais partager et puis je me suis lancée et depuis c'est parti crescendo. Donc globalement l'expérience elle est positive. Il faut apprendre à relativiser. Il faut prendre aussi les retours avec des pincettes. On peut pas... Exactement. Après, il faut voir le sujet, mais il y a des personnes en fait qui veulent se lancer vraiment. Il y a de la place pour tout le monde et il faut pas croire qu'il faut être expert speaker. Enfin, tout le monde n'est pas ça. On a tous des moments de crainte. On a beau avoir donné un talk plusieurs fois, je pense que la majorité, on a tous la petite appréhension et c'est normal. C'est ça aussi qui nous pousse à donner le meilleur de nous-mêmes. Mais sinon, franchement, voilà, si je dois donner un conseil, c'est vraiment foncer parce que on gagne beaucoup en réseau et en confiance en soi aussi. Et je remets mon brassard en regard pour dire qu'on est time. Oui, mais on a commencé en retard, donc on va laisser notre inspecteur se mettre en place pour son talk. Merci à tous et merci pour l'angle. Avec plaisir. Ouais.